Parfait. Bonjour à tous, bienvenue sur le réseau Idéal Connaissance. Je suis Sabrina Boilem, votre animatrice pour la communauté Habitat Logement. Je suis ravie de vous accueillir pour ce cycle des Jeudis de l'Habitat. Aujourd'hui, notre webconférence portera sur l'habitat participatif au service des politiques locales de l'habitat. Depuis que la loi Allure lui a donné un cadre juridique solide, l'habitat participatif se développe sur de nombreux territoires avec un foisonnement d'initiatives locales. Au cours de cette webconférence, nous ferons le point sur les conditions de développement de l'habitat participatif dans les territoires ainsi que sur la place qu'occupe ce modèle dans les politiques locales de l'habitat. Pour traiter cette thématique, nous sommes ravis de recevoir Anne-Catherine Ledeuf, directrice générale déléguée d'Espace Cité, Benoît Bellamy, responsable du service parc privé logement abordable pour Nantes Métropole, et Monsieur Alain Jound, qui nous rejoindra un peu plus tard, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, adjoint au maire en charge du développement de l'habitat participatif et président du réseau des collectivités pour l'habitat participatif. Avant de commencer, je rappelle à nos participants à distance qu'ils peuvent, via le module de chat, poser toutes leurs questions. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Madame Anne-Catherine Ledeuf et je vais vous mettre votre support de présentation. Bonjour à tous. Il nous est effectivement apparu important d'inscrire cette question d'habitat participatif dans les Jeudis de l'habitat que nous co-organisons avec Idéal Connaissance et la DCF parce qu'il nous semble que de plus en plus de collectivités locales sont plus ou moins directement sollicitées et interpellées sur cette question d'habitat participatif. Alors soit du fait des citoyens eux-mêmes, ce qui est effectivement le fondement de ce type de démarche, mais également par de plus en plus d'opérateurs qui ont pu développer une expertise et un savoir-faire particulier dans le domaine, mais également de la part de leurs pairs, autres collectivités locales, qui ont l'occasion de plus en plus, du fait du développement du phénomène, de relayer dans différentes sphères nationales les expériences issues de ces démarches. D'où effectivement le sens et l'intérêt de cette orientation aujourd'hui dans les Jeudis de l'habitat, avec un questionnement tout particulier sur, encore une fois, la manière dont cette nouvelle forme d'habitat s'inscrit à la fois dans les territoires, dans les marchés du logement, mais aussi est prise en compte dans les politiques locales de l'habitat impulsées par les collectivités locales. Pour ce faire, donc effectivement, on a pris le parti de mobiliser deux intervenants d'expériences très différentes. Bien évidemment, Alain Jound, très engagé sur cette question au niveau national, mais aussi élu représentant d'une intercommunalité pilote sur cette question en France, et puis la métropole de Nantes, qui est intervenue beaucoup plus récemment sur cette question, avec un certain volontarisme et un certain pragmatisme, ce qui nous sera présenté également. Je vais pour ma part vous livrer quelques enseignements d'une étude qu'on vient de réaliser pour la Caisse des dépôts et consignations et qui avait pour objectif d'analyser ce marché de l'habitat participatif dans les territoires et la manière dont cette question est appréhendée dans les politiques locales de l'habitat. Je ne sais plus comment ça marche. Voilà, donc effectivement, cette question de l'habitat participatif, ça vient d'être dit, a bénéficié d'une visibilité nationale importante au moment de la préparation de la loi Allure, puisque la loi Allure a permis à la fois de proposer une certaine définition du concept d'habitat participatif et de créer de nouveaux statuts, deux statuts spécifiques qui venaient répondre d'ailleurs à un certain nombre d'interrogations, d'attentes exprimées par des acteurs locaux et nationaux et reliés tout particulièrement notamment par le réseau des collectivités locales pour l'habitat participatif, et dont peut-être nous parlera tout à l'heure Alain Jound. Donc deux nouveaux statuts et qui mettent, alors je rentre pas dans les détails de ces statuts, mais qui permettent de mettre l'accent à la fois sur la dimension de participation citoyenne, à la fois dans la conception des logements et dans la conception des parties communes, ce que d'ailleurs réaffirme et affirme de manière assez claire la loi Allure, mais également participation dans non seulement la conception, mais aussi dans la gestion de ces logements, même si ceci est affirmé de manière plus secondaire dans la définition de la loi Allure, puisqu'elle nous fait état de, le cas échéant, assurer la gestion ultérieure des immeubles construits et acquis, ce qui d'ailleurs fait partie d'une certaine hétérogénéité des pratiques qui sont développées aujourd'hui entre la co-conception et la co-gestion de ces logements. Donc vous voyez ici les deux statuts qu'a créé la loi Allure. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il s'agit d'un côté des sociétés coopératives d'habitants et de l'autre les sociétés d'attribution et d'autopromotion. Donc encore une fois, sans rentrer dans les détails, ce sont deux statuts qui mettent encore une fois l'accent sur la propriété et la gestion collective du bien,
particulièrement affirmé dans le statut coopératif, mais aussi sur le caractère antispéculatif attendu de la part d'une partie des réponses apportées au titre de l'habitat participatif, et qui là aussi est particulièrement affirmé dans le statut coopératif avec un encadrement à la revente indexé sur l'indice de révision des loyers. Alors bien évidemment, ces statuts ne sont absolument pas exclusifs dans ce que les acteurs nationaux mettent, si je puis dire, dans ce registre général de l'habitat participatif. Beaucoup d'autres régimes juridiques existent et vont d'ailleurs jusqu'à inclure des statuts très banalisés, on le verra tout à l'heure, sous le vocable d'habitat participatif. On parle aussi de programmes à plus ou moins classiques, qui vont du locatif social jusqu'à la copropriété, entre guillemets encore une fois classique, et qui, d'une certaine manière, ont quand même pu répondre à cette conception d'un habitat plus concerté et plus participatif avec les citoyens. Alors, dans la pratique, en effet, qu'est-ce qu'on peut constater dans la réalité des programmes qui sont développés sous ce vocable général d'habitat participatif et qui sont relayés par les différents réseaux nationaux engagés sur cette question? On voit dans cette diapositive, encore une fois, les différentes manières d'aborder la question, avec des projets très différents les uns des autres, déjà en matière d'initiative des projets, entre des initiatives purement citoyennes et des initiatives accompagnées, encadrées, impulsées par des acteurs publics ou des opérateurs. J'en reviendrai tout à l'heure d'ailleurs sur la répartition des programmes selon ces deux approches très différentes. Pratiques très différentes également, ce qui fait écho d'ailleurs à ce premier point, en matière d'autonomie des usagers, des bénéficiaires de ces logements, à la fois dans la conception, dans la construction de ces immeubles, mais aussi dans la gestion. Rapport à la propriété également très spécifique entre le statut coopératif un peu ultime que j'évoquais tout à l'heure, et puis le statut plus classique de la copropriété, qui encore une fois, aux yeux des acteurs engagés autour de l'habitat participatif, relève quand même d'une certaine manière de cette conception d'un habitat plus partagé. Spécificité et diversité également en matière de gouvernance, dans la manière dont la gestion, le développement de cet immeuble est réglé entre les différents bénéficiaires de ces logements, mais également avec l'introduction parfois d'un tiers qui contribue au fonctionnement et à un certain mode de fonctionnement de cette gouvernance. Cas aussi très différents en matière de conditions d'accès et d'attribution des logements, à la fois à court terme et à long terme, entre la cooptation et l'encadrement plus ou moins affirmé de la part des pouvoirs publics, ce qui est d'ailleurs un cas d'interrogation important dans le secteur de l'habitat locatif social, sur lequel on reviendra tout à l'heure, et puis également, situation très différente dans le caractère antispéculatif de ces produits immobiliers, encore une fois, entre les coopératives d'habitants qui encadrent les choses de manière très forte, et puis des régimes de droit commun dans lesquels la dimension antispéculative, finalement, est assez peu, voire pas du tout présente. Alors, quand on regarde très concrètement en chiffres, si je puis dire, ces différentes formes de l'habitat participatif, et là, c'est une exploitation des différentes sources de données qui existent au niveau national, portées à la fois par la coordination, l'Union sociale pour l'habitat et le réseau des collectivités pour l'habitat participatif, on voit bien qu'on a un foisonnement d'initiatives très diverses en matière de consistance même des programmes et de modes de gestion. On voit également qu'on est finalement petit à petit passé d'une expérimentation très anecdotique à une forme de logement qui finalement commence à peser au niveau des territoires et au niveau national, puisqu'on est à ce stade à plus de 1200 logements qui auraient été co-conçus ou co-gérés, et donc relèvent de l'habitat participatif, et puis un rythme de développement significatif avec un objectif planifié, eu égard à ces seules sources de données, donc on peut imaginer qu'on en a davantage, non forcément répertoriés par ces réseaux, de 600 logements par an qui seraient, dans les années à venir, développés dans le registre de l'habitat participatif. Donc on voit encore une fois qu'on est passé finalement à une certaine forme de segment des marchés du logement pour autant assez hétérogène dans sa consistance, puisqu'on voit que environ la moitié de ces programmes sont finalement d'initiatives publiques, c'est-à-dire que la seule et pure initiative citoyenne ne représente entre guillemets que 60% des opérations. C'est significatif, mais ça n'est pas non plus la totalité des opérations qui rentrent dans ce registre. Des opérations également qui se démarquent par leur petite taille, on verra tout à l'heure dans l'exemple de Nantes si on est peut-être d'ailleurs à des seuils un peu plus importants, mais en tout cas des tailles moyennes d'opérations de 16 logements, donc on est dans des micro-projets. Et puis aussi, eu égard aux spécificités plus ou moins marquées de l'habitat participatif, on voit finalement qu'on a quand même
dans ces programmes qui ont été répertoriés au niveau national, 40% des programmes qui sont finalement dans le registre de la copropriété classique et seulement, mais aussi quand même, si je puis dire, 60% de programmes de statut spécifique dans le registre des différentes formes juridiques que j'ai évoquées très rapidement tout à l'heure. Autre point important à noter, on a une présence importante du parc locatif social dans le développement d'habitat participatif et qui d'ailleurs contribue aussi assez fortement à son développement quantitatif au niveau national, puisque un quart des programmes comportent du locatif social, d'ailleurs assez souvent dans des programmes mixtes, mais pas exclusivement des programmes mixtes, on a aussi des programmes exclusivement dédiés au locatif social, et une répartition sur le territoire français finalement assez équilibrée. On n'est pas que dans des programmes urbains, si je puis dire, même si les expériences de Strasbourg et de Nantes vont plutôt porter cet éclairage, mais on a aussi un développement de l'habitat participatif significatif dans le périurbain, dans le rural, de manière assez importante. Voilà, donc cette grande diversité des initiatives et le développement quantitatif que j'évoquais tout à l'heure montre effectivement qu'on est aujourd'hui dans une forme d'habitat finalement assez bien ancrée dans les territoires et dans les territoires qui se développent, et ceci peut-être du fait de la conjonction d'un certain nombre de facteurs qui d'ailleurs s'alimentent mutuellement les uns les autres. Peut-être premier vecteur, et en particulier dans les habitats participatifs portés par des initiatives purement citoyennes, c'est une forme d'évolution du rapport entre le citoyen et son logement, avec la volonté de peser plus fortement dans l'expression d'un choix résidentiel, d'avoir davantage de latitude et de pouvoir peser un peu différemment dans le rapport de négociation avec les professionnels de l'immobilier et d'une certaine manière avec les collectivités. Deuxième vecteur important du développement du phénomène, et c'est le focus particulier qu'on souhaitait développer aujourd'hui, c'est la volonté d'un certain nombre de collectivités de trouver des nouvelles solutions à leurs enjeux de politique locale de l'habitat, et finalement l'habitat participatif répond à ces enjeux plus génériques que j'évoquerai tout à l'heure. Troisième facteur également très important, c'est le développement du professionnalisme d'un certain nombre d'opérateurs, de leur propre initiative, pour lesquels finalement la philosophie de l'habitat participatif est assez bien en ligne avec leur positionnement stratégique. On pense en particulier aux opérateurs coopératifs HLM, pour lesquels cette forme d'habitat finalement est dans le prolongement assez immédiat de leur ADN, mais aussi pour un certain nombre d'opérateurs publics mais aussi privés, pour lesquels l'habitat participatif est appréhendé comme un facteur de différenciation, de positionnement dans le marché, de négociation dans ce secteur de l'habitat avec les différents bénéficiaires de ces logements, mais aussi avec les collectivités locales. Et puis, effet de ces développements de compétences et d'intérêt de la part des collectivités, également la professionnalisation du secteur avec l'émergence de ces réseaux que j'évoquais tout à l'heure, qui permettent de diffuser de l'expertise, du retour d'expérience, des bonnes pratiques, et finalement aussi la sensibilisation des acteurs avec des effets d'entraînement, effectivement, de collectivités qui s'y sont intéressées plus récemment, mais avec un intérêt tout à fait manifeste. Alors, cette mobilisation croissante des collectivités a effectivement un effet très direct sur le développement et l'émergence de ces projets, et explique de manière assez significative la croissance du secteur. Et ceci, je le disais, dans une logique d'intérêt sur une nouvelle forme d'habitat qui finalement peut répondre à des préoccupations plus générales de la part de collectivités locales, dans lesquelles s'inscrivent cet habitat participatif, mais je dirais pas que l'habitat participatif, et qui relèvent de préoccupations de leur politique de l'habitat, de préoccupations en matière de cohésion sociale et territoriale et d'aménagement du territoire. Cette sensibilité croissante des collectivités locales pour la participation citoyenne, l'entraide, la cohésion sociale, bien évidemment, l'habitat participatif répond de manière plus ou moins directe à cette préoccupation. Le caractère antispéculatif de certaines formes de l'habitat participatif viennent répondre à aussi une préoccupation croissante de la part des collectivités locales pour mieux encadrer les marchés du logement et notamment les marchés du secteur privé du logement. Et puis, plus globalement, cette intention de la part des collectivités locales de trouver des nouvelles réponses à certaines formes de déséquilibre
perçues dans les marchés du logement, qui peuvent être la question du logement abordable, d'où la question du caractère antispéculatif, la question plus générale de la mixité sociale, mais également de l'attractivité résidentielle de certains territoires. Et qui est peut-être une forme de risque, si je puis dire, qui est de donner à l'habitat participatif finalement un caractère un peu de couteau suisse dans un certain nombre de cas, voire de solution miracle, quand dans le secteur, si je puis dire, classique des marchés résidentiels, un certain nombre de questions n'ont pas trouvé réponse. Il faut être attentif à ne pas considérer, encore une fois, que l'habitat participatif peut répondre à lui seul à ces questions. Illustration de cet engouement des collectivités locales, 11 des 18 métropoles françaises ont aujourd'hui inscrit l'habitat participatif dans leur PLH, à la fois en matière d'orientation stratégique, mais aussi dans leur programme d'action, dans lequel on voit des initiatives et des actions concrètes menées par ces collectivités locales. Alors ici, vous avez quelques exemples de Lyon qui a inscrit dans son PLH le principe de création d'une structure faîtière de l'habitat participatif, les métropoles de Strasbourg, Montpellier, Nantes, et on en parlera tout à l'heure, avec le fléchage d'un certain nombre de lots dans des opérations d'aménagement consacrées spécifiquement à l'habitat participatif, l'initiative d'appel à projet où on voit une bascule de cette initiative citoyenne au caractère proactif des collectivités locales dans un certain nombre de territoires, l'accompagnement en ingénierie ou en animation des groupes d'habitants, etc., sont des mesures opérationnelles qui sont inscrites dans les programmes d'action de ces PLH et qui montrent, encore une fois, sur le seul prisme des métropoles, combien cette question est devenue importante aux yeux des collectivités locales. Alors, si on regarde de manière concrète, quels sont les modes de soutien mis en place par ces collectivités locales pour favoriser le développement de l'habitat participatif? J'en ai introduit quelques-uns et Nantes et Strasbourg pourront rentrer beaucoup plus dans le détail. C'est des formes de soutien qui peuvent impliquer des financements publics, notamment en matière d'ingénierie, avec des opérations de communication grand public favorisant la prise de connaissance du sujet et la constitution de groupes dans un certain nombre de collectivités locales, la formation des opérateurs, l'animation de retour d'expérience, Strasbourg pourra nous en parler, mais aussi et beaucoup le financement de l'ingénierie, assistance à maîtrise d'ouvrage ou assistance à maîtrise d'usage, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est un des vecteurs importants de réussite des projets. Cette ingénierie de l'accompagnement des citoyens dans la co-conception de leurs projets fait partie effectivement du cœur de cible du financement de la part des collectivités locales. La question de l'accès au foncier est également un point de préoccupation important et d'engagement des collectivités locales, alors qui va du fléchage des fonciers sans accompagnement financier jusqu'à un fléchage des fonciers avec minoration de prix. On en parlera tout à l'heure, notamment je pense dans le cas de Nantes, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser un certain nombre de questions stratégiques sur les conditions d'éligibilité de ces minorations foncières. Voilà, et qui permettent effectivement de montrer comment aujourd'hui, non seulement les collectivités locales accompagnent ces projets, mais aussi en financent le développement avec des actions plus ou moins lourdes en matière d'ingénierie financière. Je vais terminer mon introduction avec le pointage d'un certain nombre de questions un peu stratégiques, peut-être d'avenir, que se posent en particulier les collectivités locales nouvelles sur ce sujet, et qui, voilà, encore une fois, considèrent que l'habitat participatif, au-delà de son intérêt propre, peut aussi répondre à des enjeux plus génériques, plus généraux, plus transversaux, et qui relèvent encore une fois de l'aménagement du territoire, de la cohésion sociale et territoriale et de la politique locale de l'habitat. Première question, jusqu'où aller dans le soutien à ce qui au départ était finalement une initiative purement citoyenne, donc relevant d'une certaine autonomie vis-à-vis de la collectivité locale dans la manière de développer, porter, gérer ces types d'habitat, avec un premier sujet qui relève de la répartition de compétences entre les intercommunalités et les communes. On va voir dans l'exemple de Strasbourg et de Nantes le rôle important des métropoles, mais dans beaucoup d'autres collectivités, c'est un sujet qui paraît plus évident d'incarnation communale eu égard aux enjeux de proximité que ça représente. En tout état de cause, on voit un certain nombre d'intercommunalités qui s'interrogent sur la légitimité et cette répartition de compétences entre le rôle de l'intercommunalité et le rôle de la commune. Sur une approche plus financière, comment justifier des apports en foncier minorés quand on relève du seul sujet de l'habitat participatif, en particulier dans le spectre très large dans lequel il est aujourd'hui finalement appréhendé dans les territoires aujourd'hui. Un certain nombre de collectivités locales réservent l'apport en foncier minoré dans les cas de logements dont les prix sont encadrés. Est-ce que c'est ça la réponse? Est-ce que c'est une réponse plus générale? Comment, encore une fois, les collectivités les plus aguerries sur le sujet ont résolu cette question? Faut-il et comment encadrer les conditions de gestion de ces ensembles immobiliers? Est-ce que la cogestion est
un des vecteurs et des attributs incontournables de ce qu'on peut appeler l'habitat participatif, ou est-ce que la co-conception déjà est suffisamment importante pour considérer qu'on est dans ce registre-là? Dans le cas de la cogestion, jusqu'où la collectivité locale pousse cette question-là comme un caractère incontournable et jusqu'où elle encadre les conditions de gestion de ces ensembles immobiliers. Qu'en est-il réellement des effets sociaux et territoriaux de ces programmes en termes de mixité et de cohésion sociale? Qu'en est-il effectivement de la réalité de la mixité d'occupation de ces ensembles immobiliers entre mixité sociale et mixité culturelle? Au-delà de l'ensemble immobilier, comment gère-t-on l'ouverture sur son quartier et l'ouverture sur la ville de manière plus générale? Y a-t-il pas un risque finalement d'entre-soi? Ou au contraire, est-ce que l'habitat participatif en soi contribue à une plus grande ouverture de ces ensembles immobiliers sur la ville? Comment régler la question de l'accès au logement, non seulement à court terme, dans le cas particulier du logement locatif social, mais aussi à plus long terme? Est-ce que les acteurs publics ont un rôle d'ingérence à avoir dans ces conditions d'accès au logement ou pas, eu égard effectivement à la manière dont on peut incarner et appréhender cette question de l'habitat participatif et de l'autonomie citoyenne? Et puis, dernière question, quelle capacité de l'habitat participatif à répondre en soi aux fragilités des marchés du logement? C'est cette question du couteau suisse que j'ai évoquée tout à l'heure, où face à des difficultés d'attractivité résidentielle, par exemple dans les territoires détendus ou par exemple dans les quartiers en politique de la ville, dans lequel on peut observer un certain épuisement de la capacité à aller au bout d'un certain nombre d'intentions, par exemple en matière de mixité sociale, l'habitat participatif à lui seul est-il en capacité de résoudre ce défi de la mixité sociale, et n'a-t-on pas le risque, encore une fois, d'attribuer des vertus insoutenables en quelque sorte à cet habitat participatif qui certes a des vertus particulières eu égard à ces enjeux, mais qui peut-être à lui seul n'a pas forcément la capacité à résoudre des sujets qui ont du mal à se résoudre dans le droit commun des marchés du logement. Très bien. Merci beaucoup Madame Le Daff. Nous allons pouvoir passer à la présentation de Monsieur Bellamy. Je vous la mets en ligne. Je réactive également votre micro, Monsieur Bellamy. Alors, je rappelle à nos participants à distance qu'ils peuvent, via le module de chat, poser toutes leurs questions. Monsieur Bellamy, vous avez, comme nous l'avions vu lors du test technique, la possibilité d'utiliser les petites flèches pour faire circuler votre PowerPoint. Donc, n'hésitez pas. Et dites-moi si tout va bien pour vous. Est-ce que vous m'entendez? C'est suffisamment fort? Oui. Faut-il que je pousse la voix? Oui. Non, c'est bon. On vous entend. Parfait. Bon, c'est parfait. Bonjour à tous. Donc, je vous propose de vous présenter un petit peu la démarche qui a été initiée par la métropole en 2016, début 2016. Juste une première slide pour vous rappeler le contexte dans lequel nous nous inscrivons. La communauté, enfin la métropole aujourd'hui de Nantes, c'est un territoire de 24 communes, celles qui sont cerclées par, alors je ne sais pas si la flèche, voilà, cerclées de noir, donc 24 communes, un territoire de 620 000 habitants, et une démographie assez soutenue puisqu'on compte à peu près aujourd'hui sur notre territoire 7 000 habitants nouveaux sur la métropole, et aussi une dynamique en matière de production de logements. À peu près 7 000 logements aujourd'hui sont construits, enfin, mis en chantier sur la métropole depuis 2010. Et donc, comme le disait Madame Le Droff, depuis la modification du PLH que nous avons introduite en 2016, donc aujourd'hui on a un PLH qui court sur la période jusqu'en 2018, nous avons introduit, les élus ont souhaité introduire cette reconnaissance de l'habitat participatif comme un moyen de produire du logement en accession abordable ou du logement social. Le PLH, simplement pour dire que aujourd'hui on est sur un rythme de production soutenu avec une ambition de porter la production de logements globalement 2000 logements sociaux par an et 1300 logements en accession abordable. Le tableau que vous avez sous les yeux vous montre un petit peu cette répartition. Donc dans le volume de 6000 logements, à peu près 33% dédiés au logement social et puis 22% au logement abordable avec une déclinaison soit en accession abordable ou soit en locatif abordable. Le reste étant produit sur le marché du Liban. Je vais essayer de passer sur la vue suivante. À distance, c'est pas trop facile. Voilà. Je disais donc que l'habitat participatif, nous sommes depuis début 2016 engagés dans cette initiative.
qui avait été précédé au début 2016, donc le 24 février 2016, par un premier séminaire d'acteurs souhaité par l'élu Pascal Chiron, aujourd'hui qui est vice-président de Nantes Métropole, au logement social, mais aussi adjointe au maire de la ville de Nantes, en charge des nouveaux modes d'habiter, de l'habitat et des nouveaux modes d'habiter. Et donc, très fortement porté par cet élu, Madame Chiron, nous avons initié ce premier séminaire qui réunissait des bailleurs, des coopératives, des aménageurs, des associations, les communes, des architectes, des habitants qui aujourd'hui résident dans des programmes qui ont été réalisés et qui sont livrés. Et c'était l'occasion de faire un retour d'expérience sur plusieurs programmes, puisque l'habitat participatif, il y a déjà des retours d'expérience depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui sur la métropole. C'était l'occasion donc de partager ces expériences et d'initier, de lancer cette nouvelle vague d'habitat participatif. C'est surtout inverser un petit peu le paradigme. On était aujourd'hui confronté à des demandes de groupes en partie constitués et qui saisissaient les collectivités pour les aider à trouver un foncier. Donc, on était dans cette situation et la vice-présidente a souhaité que nous inversions les choses pour mettre plutôt proposer un certain nombre de sites à partir desquels les groupes d'habitants pourraient se constituer. Nous avons délibéré donc le 28 février 2016 pour reconnaître l'habitat participatif lors de la réunion du Conseil métropolitain, donc introduit dans le PLH, reconnaissant cet habitat participatif comme un moyen aussi et un objectif de mixité et de renforcement du lien social. Et puis, à partir nous avons fait cette année, au début de l'année, 7 avril 2017, un deuxième séminaire pour rendre compte de ce qui avait été réalisé et initier aussi une deuxième vague avec de nouveaux fonciers qui vont être mis à disposition, proposés dans le cadre d'appel à projet sur la période 2018-2020. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, moi j'arrive, hop. Là j'ai un petit problème de lisibilité à l'écran. Là, c'est trop petit. Les enjeux d'habitat participatif pour la métropole, ça a déjà été dit, c'est à la fois renforcer le vivre ensemble. On sait que ces projets-là sont porteurs de valeurs et d'entraide et de lutte contre les injustices et les inégalités. Et donc, nous pensons, enfin les élus pensent que c'est un moyen aussi dans une métropole qui grandit très vite, de créer aussi du lien. Et c'est un moyen qui doit être aussi accessible à la fois dans des programmes en accession à la propriété, mais aussi ouvert aux locataires du parc social. Un deuxième enjeu, c'est habiter et fabriquer la ville autrement. On voit aujourd'hui que les citoyens sont très sensibles à l'évolution des villes, au renouvellement urbain, à la densification. De plus en plus interpellent les élus sur la fabrication de la ville, sur l'implication citoyenne. Et il semble que cette démarche de participative à l'échelle d'un programme, mais plus largement aujourd'hui, c'est un marqueur de la politique de Joanne Roland, la présidente maire de Nantes Métropole, d'associer le plus largement les citoyens à la fabrication de la ville avec des ateliers participatifs sur d'autres champs que le simple champ de l'habitat. Donc c'est une démarche qui est un vrai marqueur de ce mandat-là, et donc c'est pourquoi il y a ce portage politique très fort et cette reconnaissance à travers le PLH. Et puis un troisième enjeu, c'est à la fois concilier la maîtrise des coûts, la durabilité et la qualité d'usage. C'est vrai que l'habitat participatif permet d'avoir une approche des projets assez sensible, où on interroge à la fois l'usage, l'entretien futur, mais aussi une grande sensibilité sur le développement durable à travers le recours à des matériaux biosourcés. On voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, les citoyens sont sensibles à la qualité et à l'usage futur de ces constructions. Donc c'était aussi, à travers cette initiative, pouvoir répondre à ces attentes aujourd'hui sociétales qui sont très fortes. Hop, voilà. Alors,
Donc, les projets initiés par la métropole et le choix des sites, comment s'est opérée l'affaire? Au lancement de cette initiative par l'élu vice-présidente, l'ensemble des 24 communes de la métropole ont été approchées pour leur faire part de cette volonté de la métropole de soutenir cette démarche. Un certain nombre de communes se sont mobilisées en faisant savoir leur intérêt et en proposant des sites où pourraient se réaliser des programmes d'habitat participatif. Et nous avons souhaité aussi que ces projets puissent s'inscrire sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur des territoires très attractifs de centralité, mais également dans les quartiers politiques de la ville, qui sont très marqués avec du logement social qui représente la grande majorité du parc de logement. Donc, il nous a semblé que dans les quartiers politiques de la ville, il devait y avoir aussi des initiatives en accession pour faciliter aussi le parcours résidentiel des ménages locataires qui souhaitent rester dans leur quartier. Et aussi des projets plutôt dans les zones d'extension urbaine à travers les ZAC métropolitaines, puisque la métropole est à la gouvernance des ZAC métropolitaines. Donc là, il y avait possibilité, en travaillant avec les aménageurs, de réserver un certain nombre de lots pour travailler sur des programmes soit en autopromotion, soit via des bailleurs ou des coopératives. Donc des quartiers d'hiver. On avait souhaité aussi, à l'occasion de cette initiative lancée en 2016, faire appel à l'ensemble des champs possibles par lesquels passe l'habitat participatif. Je veux dire par là, on peut être sur des programmes qui sont proposés en maîtrise d'ouvrage direct, mais aussi qui font appel à des opérateurs, soit des coopératives ou des bailleurs. Sur la métropole, on a cette chance, et c'est pourquoi on l'a saisi, d'avoir beaucoup d'opérateurs, coopératives et bailleurs sociaux, qui sont toujours très innovants dans leur démarche et qui ont répondu à l'appel dans le cadre de cette initiative. Des projets aussi que nous avons souhaité varier dans leurs composantes programmatiques, avec du logement social et de l'accession abordable ou libre parfois, des programmes mixtes ou complètement en logement social, avec des montages qui feront appel peut-être au montage en accession progressive à la propriété, encore trop tôt pour le dire, mais ça fait partie des possibles. Et puis, bien sûr, pour pouvoir réaliser ces opérations, des fonciers maîtrisés, c'était bien la condition, de pouvoir donner la possibilité aux groupes qui vont se constituer de travailler en toute sérénité, puisque ces fonciers sont portés soit par la collectivité métropole, soit par la collectivité ville, soit par les aménageurs, ce qui permet le temps de la maturation à ces projets jusqu'à la sécurisation du programme. Donc, ce qui veut dire que le collectif qui se forme n'ont pas de frais à engager le temps de la gestation du programme. Je crois que c'est important de le signaler. Et puis, une expérimentation aussi avec plusieurs variantes, mais là qui aujourd'hui, sur les 10 sites qui, on va dire, qui sont opérationnels, on constate donc des variantes dans la façon de procéder pour constituer le collectif ou choisir la maîtrise d'œuvre. On a à la fois des programmes pour lesquels il y a eu une désignation en amont de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre et de l'AMO en un temps commun, avec un jury composé d'élus pour retenir ce trio, et puis ce qui permet assez rapidement de déclencher la phase de communication pour procéder au recrutement des ménages. On a aussi des sites sur lesquels on a eu dans un premier temps la désignation de maîtrise d'ouvrage accompagnée d'une AMO, le schéma qui permet dans un second temps de choisir avec le collectif qui va se constituer, de constituer un cahier des charges, de préconisation pour arriver au choix de conjoint entre la maîtrise d'ouvrage et le collectif d'une maîtrise d'œuvre. Et puis une troisième façon de procéder, si je puis dire, plutôt en autopromotion, où là on a des opérateurs qui se sont positionnés en tant qu'AMO, notamment des associations qui œuvrent dans le champ de l'habitat participatif. Je pense notamment à l'Éco-Habitant ou HEM, des opérateurs
bien identifiés sur le territoire métropolitain, qui travaillent à la constitution du collectif, à l'écriture du cahier des préconisations pour procéder ultérieurement, lorsque le collectif sera autonome, la désignation du maître d'œuvre. L'accompagnement de la métropole pour ces projets-là, aujourd'hui, il se passe de deux façons. Il prend la forme je l'ai dit, d'un foncier maîtrisé et garanti, et puis aussi une cession des charges foncières sur les bases de ce qui se pratique communément sur la métropole, sur des valeurs qui sont celles du logement social ou du logement abordable. Donc on n'a pas créé d'effet d'aubaine avec un dispositif très différent de ce qui se pratique aujourd'hui communément dans la valorisation de foncier, que ce soit en diffus ou que ce soit dans les actes. Les élus ont souhaité qu'on soit vraiment dans un dispositif le plus proche possible du droit commun pour éviter des effets d'aubaine en particulier. Et puis nous avons créé une aide pour initier les premiers programmes, une aide à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On sait que c'est important dans ces programmes-là d'avoir cette aide complémentaire, alors qu'on appelle assistance à maîtrise d'ouvrage ou assistance à maîtrise d'usage, nécessaire pour constituer le groupe, consolider, les acculturer, leur apporter l'outillage nécessaire à la compréhension du projet, l'écriture aussi d'une charte de fonctionnement, et puis bien sûr qui aide aussi à cerner les besoins des uns et des autres, leurs moyens budgétaires aussi, et puis qui, dans une mission complète, peut aller jusqu'à être l'interface entre le maîtrise d'ouvrage, le maître d'œuvre. Voilà, donc on a créé cette aide qui est un peu symbolique, mais qui quand même permet d'amorcer les projets. Alors aujourd'hui, je vous ai mis une cartographie, ce qui est peut-être pas évident à lire, à l'échelle de la métropole. Donc figurer sur cette cartographie l'ensemble des 19 sites, à peu près 19 ou 20 sites, qui sont repérés à des stades d'avancement divers et variés, entre ceux qui sont prêts à déposer un permis de construire et ceux qui sont plutôt programmés à l'horizon 2018-2019. Donc c'est ce type de document qui est porté à la connaissance du grand public, voilà, pour permettre aux uns et aux autres de prendre conscience de l'ampleur de l'habitat participatif. Petit à petit, on commence à couvrir l'ensemble de la métropole, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce que je vous propose dans ce second temps, il me reste combien de temps? Vous n'avez pas précisé le temps, mais bon. Il me reste... Là, il vous reste encore du temps. Là. D'accord. Je vous propose assez rapidement, toutefois, parce que il y aurait beaucoup à dire, mais focus sur quatre programmes qui ont des particularités différentes. Un qui porte sur un programme uniquement dédié du logement social, porté par un bailleur social de la métropole. Un deuxième programme qui combine à la fois du locatif social et un programme en accession abordable. Un troisième programme plutôt en autopromotion, et puis un quatrième programme qui va se réaliser en quartier politique de la ville. Alors un premier programme, j'ai mis simplement une vue pour montrer où ça se situe sur un territoire aujourd'hui qui est couvert par une ZAC, portée par notre aménageur, Nantes Métropole Aménagement, qui est une SPL, et donc ce lot a été confié à notre bailleur public, Nantes Métropole Habitat, qui s'est porté volontaire pour réaliser un premier programme. C'est une démarche assez volontariste de la part de cet opérateur. Pour vous situer le terrain, 2800 mètres carrés de surface de l'eau, à peu près une capacité à faire 1500 mètres carrés de surface de plancher. Pour un programme, c'est pas toute l'emprise, hein, c'est uniquement ce qui est cerclé de rouge, je vous rassure. Pour faire un programme de logement intermédiaire, à peu près 20-23 logements, en volumétrie un R+1, avec quelques émergences, un parking semi-enterré,
donc intégré dans le volume bâti, c'est toujours une préconisation qu'on peut avoir à l'échelle de la ZAC, puisqu'il y a des impacts sur les coûts de construction, avec une attente aussi importante sur le traitement paysager, et puis des propositions en termes d'innovation technologique, typologie pardon, et architecturale. Voilà, c'est un peu le cahier des charges tel qu'il a été réalisé par l'architecte urbaniste de la ZAC. Je disais que pour Nantes Métropole Habitat, c'est une démarche innovante pour eux, parce que Nantes Métropole Habitat est un bailleur qui gère aujourd'hui plus de 25 000 logements, plutôt habitué à construire d'une façon industrielle, en volume inconséquent, donc avec des pratiques internes bien rodées. S'exercer ce type de démarche, c'est volontariste, parce que ça nécessite des moyens humains. C'est un peu chronophage quand même en termes d'organisation, de réunion, de travail en transversalité au sein de cette grande maison, puisqu'il faut impliquer à la fois la direction du développement, la maintenance, la direction clientèle, la direction juridique, les marchés, etc. Donc ça demande un travail transverse sans doute encore plus important, plus abouti que dans les productions classiques. Et aussi, c'est une démarche innovante dans la mesure où parce que initialement, c'était de permettre aux locataires de Nantes Métropole Habitat de pouvoir accéder à de l'habitat participatif. Et donc, comment, avec 25 000 logements en gestion, arriver à constituer un collectif pour 23 logements à l'arrivée. Et donc, c'est tout un travail d'information grand public à travers la presse aux locataires de Nantes Métropole Habitat, les supports de communication institutionnelle de Nantes Métropole Habitat. Il a fallu aussi mettre en place un numéro de téléphone, prendre des rendez-vous. Voilà, donc ça tout est un travail à partir de juillet 2016 jusqu'à la constitution du collectif et toutes les étapes d'information nécessaires de la commission d'attribution des logements, la CAL, pour éviter ou prévenir, on va dire, in fine, des difficultés d'attribution de logements, l'attribution qui n'interviendra que dans 3 ans, probablement, 2020. Donc voilà, tout ce travail de sédimentation pour arriver, in fine, à constituer un groupe de 16 ménages aujourd'hui qui travaillent, donc il y avait bien sûr une AMO que Nantes Métropole Habitat avait missionné. Ce collectif s'est réuni à travers des ateliers animés par l'AMO. Et donc aujourd'hui, l'écriture du cahier des charges et la consultation pour la maîtrise d'œuvre, donc puisqu'on va être en conception-réalisation, donc à la fois le choix de la maîtrise d'œuvre et des entreprises pour réaliser ce programme. Donc le jury doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Donc important aussi de signaler que quelques membres de ce collectif seront dans le jury et dans les groupes techniques pour analyser déjà les offres qui ont été restituées. Donc ils sont associés à l'analyse technique et ils seront aussi associés dans le jury. Donc là aussi c'est une nouveauté pour le bailleur social. Voilà, donc pour dire que simplement l'habitat participatif intègre la maîtrise d'usage, ça c'était important pour Nantes Métropole Habitat, et dans le projet, donc que ce soit au stade de la programmation, de la conception, pour créer la dynamique d'ensemble et la gestion future du site, puisqu'il y a aussi il y a tout un travail qui sera fait avec le collectif sur comment on gère ces 21 logements qui seront livrés à terme. Et donc voilà comment on entretient les parties communes, quel espace commun on dédie, voilà, il y a tout ça à penser et à anticiper. Aujourd'hui, donc on est sur un programme qui va faire 21 logements, donc vous avez la typologie qui s'inscrit, avec un espace partagé intérieur de 60 mètres carrés qui sera donc réservé aux résidents. Et donc aujourd'hui, les bureaux d'études qui ont répondu ont fait des propositions diverses et variées sur lesquelles donc l'analyse faite par les futurs habitants, voilà, est en cours
est en cours de réalisation, cette analyse, et puis donc le jury sera amené à se prononcer, d'ici la fin de l'année pour retenir l'équipe gagnante. Quand on regarde juste un mot sur la composition, les caractéristiques de ces 16 ménages qui constituent le collectif aujourd'hui, des caractéristiques qui sont largement similaires à celles de l'ensemble du parc des locataires de Nantes Métropole Habitat. Vous voyez, donc à la fois en termes d'âge, de composition familiale, de ressources, on constate que on a des ménages éligibles au logement PLAI, au logement plus, voilà, des gens qui sont retraités. On retrouve de plus en plus dans ces programmes d'habitat participatif, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, des publics seniors qui sont à la recherche aussi de ce type de programme dans lequel il y a des possibilités de mutualisation et aussi d'avoir des liens sociaux plus forts que dans une copropriété classique. Voilà, donc pour un programme de logement social. Un deuxième programme que je vous propose de présenter rapidement, c'est qu'on appelle nous Ripostière, qui se situe en diffus sur la ville de Nantes, à proximité de l'Erdre, du Busway, de l'hôpital, donc très bien situé, très bien desservi, juste à côté d'une école, un équipement public, voilà, donc un quartier complètement raccordé au reste de la ville. Et donc c'est une coopérative qui a été retenue à l'issue d'un jury, qui a retenu à la fois le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'AMO. Et donc ce programme a fait l'objet d'une communication avec réunion publique, d'affichage, de distribution de tracts, une vidéo que vous pouvez regarder sur YouTube, très bien faite. Donc c'est une première réunion, c'était un petit peu un coup d'essai et finalement elle a plutôt bien fonctionné. Je pense que le site était attractif aussi, donc avec 90 personnes qui ont été mobilisées et des prospects, plus de 100 personnes qui se sont dites intéressées par ce programme. Ce qui n'a pas été facile pour la coopérative, puisqu'il a fallu, à partir de là, vérifier l'éligibilité des gens, parce qu'on était sur un programme de logement abordable en accession et un programme de logement électrique. Donc il a fallu, sur la base de ces critères d'accession sociale, enfin en location, accession PCA, vérifier l'éligibilité des ménages. Donc il y a eu tout un travail de critérisation et aujourd'hui, le permis de construire doit être déposé d'ici la fin de l'année. Ça, c'est l'emprise foncière du programme. Un programme qui permettra de faire 20 à 25 logements avec des espaces partagés, un jardin aussi, un jardin partagé. Quand je bouge ici, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. C'est pas dit. Bon, vous voyez rien. Peu importe. Donc un programme de 100% participatif avec un volet accession, un volet. Voilà, bon, c'est ça, très bien. Là où la flèche est positionnée, c'est un jardin partagé, mais à l'échelle du quartier, pas uniquement à l'échelle du programme. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de la bouger. Donc il faut me dire comment je fais. Je sais où est-ce que je fais pour la. Vous pointez. Voilà, vous avez juste à cliquer là où vous voulez mettre la flèche. Non, on ne touche pas le PowerPoint. Si vous voulez mettre la flèche sur le petit 2, vous cliquez sur le 2. D'accord. Voilà, je disais là, il y a un jardin partagé à l'échelle du quartier. Et puis là, ici, et voilà, on aura un programme d'habitat participatif. On va le voir tout à l'heure sur une autre vue. Donc, on a un maître d'œuvre qui a été retenu, la coopérative, le cabinet d'AMO. Et donc, c'est un programme qui aujourd'hui, voilà, c'était déjà une vue qui était celle initialement envisagée par la maîtrise d'œuvre, l'architecte, en phase jury de concours, mais qui a fortement évolué justement avec le collectif qui s'est constitué. Donc on a un jardin ici ouvert sur le quartier, donc il dépasse largement le programme. Une maison de ville qui se situe ici, qui sera commercialisée hors programme. Et là, voilà, au cœur de l'îlot, la vingtaine de logements en accession et locatif social. On regardait tout à l'heure pour les caractéristiques des ménages
qui ont répondu au logement locatif social. Là, en accession abordable et sur ce programme plus généralement, on est sur des ménages avec des profils très différents, entre des couples avec enfants, sans enfants, ou des personnes seules avec enfants ou sans enfants. Les 3/4 étant des propriétaires et le quart restant des locataires. Et puis, tranche d'âge aussi, voilà, la pyramide des âges qui s'inscrit sous vos yeux, avec une plus forte proportion entre 30 et 50 ans, mais avec des gens de 50 et plus, voire plus âgés, jusqu'à 80 ans. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des publics seniors, notamment des femmes seules, qui sont de plus en plus demandeurs de ce type de programme en habitat participatif. Là, le process qui est engagé, de la phase de concertation à la phase dépôt de permis de construire, donc est prévu pour cette fin d'année, donc a pris un petit peu de retard. Bon voilà, c'est des opérations. Le retour d'expérience de la coopérative, de dire que c'est globalement 6 mois de plus par rapport à un programme classique de promotion qui aurait été réalisé sans la démarche participative. Donc quelque chose qui est tout à fait gérable dans le temps, mais qui doit rester très maîtrisé pour éviter que le groupe s'érode, perde des ménages. Donc voilà, il faut en même temps donc d'où le rôle de l'AMO pour bien cadencer l'avancée du chantier. Un troisième programme est lui qui se situe en ZAC, alors sur la ville de Rezé, qui est au sud j'ai plus la flèche, mais bon. Voilà. Vous avez la Nantes ici, et donc le programme se situe ici sur en blanc, c'est la ZAC de la Jaguère qui est sur le territoire de Rezé, ça c'est Rezé, ça c'est le territoire de la ZAC, et au sein de cette ZAC, il y a un lot qui a été réservé, donc sur là où je mets mon pointeur, pour pouvoir réaliser en autopromotion un programme voilà, en rosé avec la flèche verte dessus, un programme en autopromotion qui a la possibilité de recevoir 13 logements en forme intermédiaire sur cette parcelle qui fait à peu près 2900 mètres carrés, voilà, avec des charges foncières qui sont annoncées autour de 260 € pour l'accession abordable, et une possibilité aussi de faire de l'accession libre avec des charges foncières qui sont plus élevées, qui sont rappelées dans le texte. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le rôle de l'aménageur est à la fois aujourd'hui de se faire accompagner par une AMO, tant pour consolider le collectif, puisque là, il s'agit vraiment d'aller chercher, de faire connaître le projet, d'aller via l'assistance de l'AMO et de la communication qui a été réalisée sur ce projet-là, à travers les réseaux sociaux, donc de constituer ce collectif, de créer quelques ateliers d'ici la fin de l'année pour acculturer le collectif. Il y a un accompagnement aussi qui est pris en charge par AZAC pour un calibrage du projet dans ses grandes lignes. Et puis, on considère que début de l'année prochaine, 2018, le collectif serait suffisamment mature, à la fois en nombre, donc si 7-8 ménages déjà sont prêts à partir, et en outillage pour pouvoir se constituer peut-être en association et aller vers la désignation d'une maîtrise d'œuvre pour les accompagner dans le programme. Donc là, on a une forte implication d'aménageurs pour que les choses puissent avancer. Voilà le travail qui avait été fait par j'ai perdu la flèche, une fois de plus. Voilà le programme, donc c'est cette parcelle ici, où sont dessinés, mais sous une forme très figurée, des possibles constructibilité sur cette parcelle, donc soit 13 logements au total, soit scindés dans 2 programmes, si toutefois le collectif n'était pas suffisamment constitué. Donc voilà, pouvoir partir avec 8 logements, si toutefois. Voilà. On est sur un terrain qui fait 3000 m², avec attendu des maisons plutôt type familial de 85 à 100 m² habitables, jardin privatif, espace privatif, voilà, donc c'est à peu près les orientations que l'aménageur souhaite donner à ce programme. Donc ça fait l'objet aussi d'une communication spécifique à travers les réseaux Facebook. Il y a une agence de com qui a travaillé, missionnée par l'aménageur. Donc là aussi, il y a des choses qui sont très intéressantes qui ont été réalisées.
Et puis un accompagnement réalisé par une agence d'AMO Scopic, pour ne pas la citer, et puis un architecte classe, cabinet classe architecte aussi pour les outiller sur les aspects techniques d'un projet d'habitat. Un quatrième et dernier volet, focus sur le quartier du Breil, qui est un quartier pour nous politique de la ville. 4000 habitants, des grands ensembles qui ont fait l'objet de rénovation dans le cadre du projet de renouvellement urbain, donc très fortement marqué avec plus de 1600 logements sociaux. Et aujourd'hui, un programme d'habitat participatif qui se situe juste ici, à une assiette foncière juste au bout sous la flèche verte, qui a été réservé, qu'on a souhaité proposer en habitat participatif, et pour lequel nous avions organisé un jury avec c'est la coopérative le CIF COP qui a été retenu pour ce programme qui comporte spécificité une crèche municipale en rez-de-chaussée, 20 à 25 logements en accession libre, une AMO aussi qui a été désignée dans un second temps. Là aussi, nous avions organisé un jury avec la coopérative et puis les élus de la ville pour retenir une AMO avec une attention particulière pour aller chercher les ménages qui résident sur ce quartier. La volonté étant que de permettre au parcours résidentiel sur les habitants, notamment les publics seniors qui habitent dans ce quartier, qui sont très attachés à leur quartier, qui souhaitent pouvoir y résider, soit en accession, soit en location. Donc il y a eu une communication spécifique qui a été faite, une réunion publique a été organisée, pas plus tard que le 19 septembre dernier, avec une trentaine déjà de ménages qui sont venus se renseigner pour éventuellement s'inscrire, et notamment des publics seniors, pas forcément du quartier, moins de ménages du quartier qu'attendu, mais voilà, ce qui montre aussi que même un programme d'habitat participatif dans un quartier dit politique de ville peut aussi être attractif pour des ménages extérieurs. Voilà, un gros travail de la part de l'AMO sur le volet communication, présence sur les marchés, au pied d'immeubles, à la maison de quartier, donc un investissement en temps et en présence, et pour tout ça faire émerger un groupe, et puis après l'outiller et l'accompagner pour, dans un second temps, aller très rapidement vers une désignation d'une maîtrise d'œuvre, puisque là, on a à la fois l'équipement public, la crèche municipale, dont on connaît le timing et qui doit être livré en temps et en heure. Donc, ça va obliger le collectif à travailler aussi assez rapidement. Le CIF, alors on part sur un programme de 20-25 logements avec une démarche participative à l'échelle du programme, tout en sachant que si le noyau est préconstitué avec la moitié des ménages, et il est tout à fait possible d'engager la démarche, d'autres ménages viendront s'inscrire au fur et à mesure que le train avancera. Ce qui compte, c'est que après le projet, le collectif, après la livraison, fonctionne dans un esprit participatif avec un équipement, des mutualisations de moyens divers et variés, mais donc tout ça est à écrire par le futur collectif en cours de recrutement. Pour finir, les premiers retours qu'on peut faire après un an et demi que cette initiative a été lancée, c'est à la fois une forte implication des habitants engagés dans la démarche, pour ceux qui sont engagés dans la démarche, hein, bien entendu. Aujourd'hui, les collectifs sont constitués ou en cours de constitution, mais on voit qu'il y a une vraie implication qui se traduit par des disponibilités pour participer aux ateliers, prendre des journées de congé, de RTT. Voilà, donc c'est assez engageant quand même, donc il faut que ce soit dit avant que les personnes s'engagent dans la démarche. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu une bonne application des opérateurs qui ont répondu à cette initiative métropolitaine en 2016, que ce soit les coopératives, les bailleurs, les aménageurs, qui nous ont aidés aussi à flécher les fonciers, les villes aussi, je ne l'ai pas cité là, mais aussi les villes qui sont impliquées, à tel point que Rosé va lancer une nouvelle démarche participative pour un programme de renouvellement urbain dans son cœur de ville sur un programme avec à la fois de la concertation citoyenne du projet, mais aussi avec une démarche participative pour le programme immobilier qui sera réalisé sur ce site. Donc là, il y a une consultation en cours auprès des coopératives pour
les accompagner dans la réalisation de ce programme. Donc on voit bien que les communes aujourd'hui sont sensibilisées et petit à petit ça va rayonner sur la plus grande part des communes, des 24 communes de la métropole. Autre retour aussi, c'est l'importance de l'accompagnement des groupes d'habitants. Ça, si on veut démocratiser la démarche, c'est le souhait des élus de la métropole, c'est de faire en sorte que tout un chacun puisse s'inscrire dans un programme d'habitat participatif s'il en a le souhait. Et pour que ça puisse se réaliser, il faut qu'il y ait une AIMO, à la fois pour le constituer, aider à constituer, expliquer, outiller, et puis monter en compétence des futurs habitants pour la gestion future des parties communes, du vivre ensemble, comment est-ce qu'on régule la vie au quotidien dans ce type de programme et comment on fait perdurer le souffle au-delà de la livraison. Je sais que dans les auditeurs qui nous écoutent, j'attire l'attention sur des points sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. C'est sur les coûts induits par cette démarche-là, c'est pas neutre. Il y a un coût sur le volet communication qui peut être porté de différentes façons. Nous, on a essayé de le partager entre les aménageurs, la collectivité, les bailleurs, les coopératives. Il faut quand même savoir qu'un programme de 10, 15, 20 logements génère des coûts. Donc il y a probablement une taille critique pour amortir ces coûts pour l'accompagnement de l'AMO ou de l'AMU, mais c'est quand même des coûts qu'il faut inscrire dans le bilan d'opération ou en réduisant ses marges ou en subventionnant. Et puis aussi, ça demande des locaux, c'est très trivial, mais bon, il faut penser à trouver des lieux, des lieux pour se réunir, organiser des ateliers. Là aussi, ça a des coûts, il faut louer, il faut réserver. Bon, bref, donc c'est quand même des petites vigilances à avoir. Et puis, c'est toujours l'interrogation qu'on a sur est-ce qu'aujourd'hui, avec les 10 et puis la deuxième série de 10 qu'on a, donc 20 programmes opérationnels, est-ce qu'on ça foisonne? Est-ce qu'on risque pas d'avoir une concurrence entre les sites se phagocytant les uns les autres? On sait qu'il y a des sites qui sont toutefois plus attractifs que d'autres. Donc et puis les groupes sont toujours, il y a toujours une certaine fragilité. Et d'autant que je reboucle avec ce que je disais au départ, c'est que autant on partait d'initiatives citoyennes pour l'habitat participatif, de collectifs constitués qui venaient vers la collectivité pour trouver un foncier. Là, on part de l'inverse, où là, il faut aller chercher les habitants, les accompagner, et il y a une volatilité beaucoup plus importante et une fragilité. Donc là aussi, d'où l'importance de l'AMO sur ces programmes-là. Et puis, autre vigilance, mais je pense que là, aujourd'hui, les services de l'État, mais c'est un vrai travail à faire. J'attire l'attention pour les collectivités et les bailleurs qui nous écoutent. C'est vrai que c'est un travail d'explication à faire très en amont du programme. C'est ce qu'a fait Nantes Métropole Habitat pour informer la DDDM et les directions en charge du DALO, l'habitat participatif. Les locataires travaillent pendant 1, 2, 3 ans. Ils sont pas attributaires, certes, mais bon, il y a quand même à prendre en compte cette démarche de longue haleine et d'investissement. Donc, certes, il y a une fragilité, mais elle peut s'anticiper et pour un peu qu'on informe à la fois la CAL et régulièrement, et puis les partenaires de l'État. Voilà, j'en ai fini. Dernière, pour simplement pour faire. On a créé une identité visuelle et puis il y a toutes sortes. Il y a des informations complémentaires à la fois sur le site de la métropole et puis un courriel pour toute information complémentaire. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Bellamy. Je vais laisser la parole à Madame Ledeuf, qui a quelques questions à vous poser. Et je remercie Monsieur Alain Joun de nous avoir rejoints. En espérant que vous nous entendez bien, on pourra faire un petit test pour vérifier. Apparemment, vous m'entendez, c'est parfait. Madame Ledeuf. Oui, c'est le temps aussi que les questions viennent du public. On voit bien l'efficacité de la démarche, à la fois dans effectivement le foisonnement des opérations, leur caractère opérationnel, ça a l'air d'avancer. Je crois aussi en termes de volume, alors je crois pas que vous l'ayez dit, mais j'avais en tête une centaine de logements par an en programmation ou en projet. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette efficacité et les résultats de cette rapidité de développement que vous évoquez, puisque 2016 c'est quand même très récent. Voilà, est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure la qualité des opérateurs, la capacité à innover, mais est-ce qu'il y a un faisceau de vecteurs qui permet
d'aller dans cette efficacité? Enfin, qu'est-ce que on peut en retirer comme enseignement pour les autres collectivités locales qui voudraient s'engager avec autant de volontarisme dans ce type de démarche? Alors, oui, ça va très vite. Ça met un petit peu de temps, il faut que ça mûrisse. Je pense que le territoire était mûr. À la fois, il y a un fort portage politique. Donc ça, c'est important de le signaler. Sans quoi il se fait pas grand-chose. Donc c'est quand même l'impulsion vient de là. Donc des élus très impliqués dans cette démarche-là, qui prennent leur bâton de pèlerin pour aller expliquer à la fois aux aménageurs, à la fois aux élus, à la fois aux bailleurs, créer un événementiel aussi, donc un premier séminaire. Donc il faut faire en sorte que tout le monde entende bien et se mette en norme de marche pour passer à la phase opérationnelle. Donc ça, c'est la première chose qui compte, c'est quand même l'investissement. Et je pense que Alain Young ne me contredira pas sur ce point-là. La forme de volontarisme politique. Cette initiative aussi arrive à un moment où la ville se fabrique et on peut pas construire la ville comme il y a 10 ou 15 ans. Donc il y a aussi une forte attente des habitants sur la façon dont on construit le logement, l'appropriation, les usages, la sensibilité écologique. Bref, il y a un certain nombre de marqueurs aujourd'hui qui font que le citoyen est prêt aussi à monter en compétence dans la mesure où on l'accompagne. Donc ça aussi, il faut qu'on réponde collectivité sur cet accompagnement qui peut prendre plusieurs formes, mais l'habitat participatif en est une. Je l'ai dit, je le redis, rien ne se fait sans les partenaires que sont les coopératives, le monde HLM, et puis bien évidemment les associations, le tissu associatif, qui a été aussi fer de lance dans cette affaire-là. L'habitat participatif sur la métropole, les premières réalisations datent d'il y a plus de 10-15 ans. On a un tissu d'associations, les cohabitants qui sont adhérentes aussi au réseau national pour l'habitat participatif. Donc là aussi, et la métropole soutient fortement les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, il y a aussi un terreau favorable, beaucoup de réseaux, un écosystème qui à un moment fait que les choses peuvent prendre de l'ampleur. Et il a fallu aussi bien sûr des défricheurs. Je pense que Strasbourg aussi a peut-être plus défriché que nous le territoire. Donc voilà, il faut quand même ces défricheurs, mais il faut localement des réseaux qui fonctionnent et des partenaires, donc des coopératives qui foisonnent, qui sont nombreuses, donc c'est la richesse du territoire, et prête aussi à une aide débit, parce que comme je l'ai dit, ça représente un coût chaque opération. Je vais peut-être pas signaler, mais on est sur des opérations de taille. Alors, dans votre exposé, vous avez dit 13 logements en moyenne sur le territoire national. Non, 16 logements en moyenne, pardon, sur le territoire national. C'est ce qui ressortait de l'étude que vous avez réalisée, Espace Cité avec la CDC. Sur la métropole, on est sur des programmes qui démarrent à 7-8 logements jusqu'à 25 logements. Aujourd'hui, c'est à peu près la taille de nos programmes. Voilà. Bon, on n'est pas sur un rythme de production de 100 logements par an, attention. On est aujourd'hui sur 10 terrains qui sont en phase de projet, avec des permis de construire qui vont commencer à se déposer fin d'année. On est sur ces 10 sites à un potentiel de 150 logements. 150-200. On lance une deuxième vague de 10 sites qui vont à peu près sur 150 logements. Mais ça ne fait pas 150 logements par an pour lesquels il y a des permis de construire. On n'en est pas encore là. J'aurais une deuxième question. Est-ce que j'ai répondu? Oui. J'ai une deuxième question sur le sujet entre guillemets du sourcing des bénéficiaires de ces programmes et ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la volonté pour les élus d'inverser la chose et ne pas se contenter, si j'ai bien compris, aux seules et pures initiatives de groupes constitués. Vous évoquiez également la volatilité des groupes. Est-ce que, à l'inverse, vous avez déjà été confronté à la nécessité de faire des choix, c'est-à-dire de passer. Il y avait un exemple tout à l'heure où vous voyez qu'il y avait une centaine de ménages potentiellement intéressés. Est-ce que, à l'inverse, vous avez déjà été confronté à la nécessité de passer d'un certain nombre de bénéficiaires à un groupe plus petit? Et si oui, comment vous avez pu arbitrer ou les laisser arbitrer, ou en tout cas comment vous êtes passé d'un certain nombre d'intéressés de candidats au groupe final? Ouais, ça c'est un exercice compliqué. Il y a un programme, ça c'est le site qui fait qu'il peut être plus attractif. Ça forme la typologie des logements à réaliser. Donc là effectivement on peut avoir abondance de candidatures.
Mais quand on fait ce travail de sédimentation à travers, en expliquant la première réunion publique, c'est une chose. Les gens viennent chercher l'information, sont intéressés, mais quand on rentre après dans des entretiens individuels, il y a à la fois les temporalités, le calendrier, les conditions de ressources, la faisabilité financière pour chacun en fonction au regard de ses ressources. Quand on apprend à connaître le collectif dans une première réunion publique, voilà, on sent s'il y a des sensibilités, des atomes crochus, voilà, donc petit à petit ça sédimente. Mais comment on arrive aux 17 ou 18 ménages in fine, il y a un moment, il y a une critérisation pour conserver à la fois la mixité, puisqu'il y a la typologie aussi des logements, on ne peut pas ne retenir que des familles pour faire des T5, donc il y a à la fois ce souci de mixité en termes de typologie, donc qui pose un cadre. Et puis, in fine, il y a un tirage au sort. Si toutefois, il y avait abondance de candidatures. C'était un peu le cheminement proposé par la coopérative sur ce site-là. Je vous remercie, Monsieur Bellamy. On va juste profiter de la présence de Monsieur Alain Jaune pour vérifier son micro. Monsieur Jaune, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous pouvez communiquer avec nous? Oui, je pense que ça doit être Bonjour. possible. Bonjour. Là, c'est bon. Le son est un peu faible. Est-ce que vous avez la possibilité de l'augmenter un peu? Ah ben, chez Benoît Bellamy, ça a l'air bon, mais à Paris, ça n'a pas l'air bon. Alors, je demande à la régie. Ça s'appelle les coups de fil. Encore un peu, si possible. C'est un peu bas pour nous. On est à fond. Je vais l'augmenter un peu. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Voilà. C'est le sens du vent. Voilà. C'est parfait des deux côtés. On vous entend parfaitement bien. Je vous remercie, Monsieur Jaune. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, adjoint au maire en charge du développement de l'habitat participatif et président du réseau des collectivités pour l'habitat participatif. Alors, je demande à Madame Ledeuf, est-ce que vous voulez qu'on passe à la présentation? Oui. Alors, on va passer à votre témoignage, Monsieur Jaune, si vous le voulez bien, et Oui, Monsieur Bellamy, on va vous garder, puisqu'on aura certainement d'autres questions assez après. brève. Monsieur Jaune, c'est à vous. Sur l'habitat participatif, alors, quels que soient les endroits, c'est globalement un groupe de citoyens qui s'organisent et qui engagent une démarche commune, collective, pour construire, fabriquer leur immeuble. Et donc, c'est de fabriquer un bout de ville à plusieurs, avec un projet collectif, des espaces partagés, des bouts mutualisés. Et donc, c'est surtout une manière, peut-être, je ne sais pas si c'est une manière nouvelle, je ne voudrais pas avoir cette prétention-là, mais en tout cas, une démarche de la manière dont on peut fabriquer la ville, qui associe à la fois les citoyens, qui associe un quartier, qui associe les acteurs du logement et de l'habitat. Sur Strasbourg, ça fait maintenant une petite dizaine d'années. C'est parti comment? C'est parti parce qu'il y avait d'abord une demande de citoyens qui, au moment, s'étaient retrouvés et s'étaient dit, est-ce qu'on pourrait ensemble engager un habitat à partir des envies qui sont les nôtres? Il y a les envies et ce qu'on peut faire. Et puis assez rapidement, peut-être parce qu'on avait beaucoup d'idéal, on s'est dit chiche. Je dis ça en tant que collectivité. C'est vrai qu'on avait deux atouts. Le premier, peut-être un peu d'utopie bien ancrée. Et puis la deuxième, on a la proximité de l'autre côté du Rhin, où l'habitat participatif est dans certaines villes, je ne dis pas partout, il ne faut pas se raconter l'histoire, quelque chose qui est devenu une habitude. Je pense notamment à Fribourg, mais il y a aussi quelques autres villes. Et tout cela a, je dirais, permis de créer un projet qui est habité maintenant depuis 5 ans et qui a été pendant quelques années un peu pas l'idéal à atteindre, mais en tout cas l'objectif sur lequel on pouvait s'engager. Et donc c'est 13 ménages qui, dans une démarche d'autopromotion, ont élaboré ensemble leur projet d'habitat collectif
avec des parties d'habitat partagé, des parties mutualisées, un jardin, etc. Et cette démarche, nous avons souhaité, parce qu'elle nous semblait intéressante, assez rapidement le fait de l'amener dans une politique publique. Benoît Bellamy le disait avant, cette démarche, elle est intéressante, mais elle ne peut pas se limiter à uniquement des initiatives citoyennes. C'est-à-dire, il faut que quelque part, ce soit aussi le fruit d'une politique publique et que l'habitat participatif rentre dans une politique publique. Qu'est-ce qui est prédominant dans cette démarche? Le premier, c'est l'engagement citoyen. Parce qu'il nous faut 5, 6, 15, 20 ménages qui sont mobilisés autour de ce projet. Il faut ensuite, ou avant ou ensuite, une volonté politique de la collectivité, parce qu'il est évident que dans nos villes, dans nos agglomérations, on ne trouve pas comme ça du foncier disponible très, très facilement. Et donc, il faut à la fois qu'il y ait une volonté politique de la collectivité pour se dire cette utopie peut se réaliser, mais également pour la rendre possible. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément important, pourquoi en tant que collectivité on s'intéresse à l'habitat participatif? Parce que nous pensons que c'est une manière tout à fait singulière, particulière, mais qui devrait être commune, de fabriquer la ville avec les citoyens, avec les bailleurs, avec des archis, avec des professionnels, avec les voisins. Et donc c'est aussi une manière de se réapproprier l'avenir à petite échelle. Quand je dis à petite échelle, c'est de se dire comment localement, dans un endroit, je peux être actif dans ce que je fais. Et puis le dernier élément d'intérêt pour une collectivité, hein, je parle en tant que collectivité, c'est aussi tout ce qui se passe autour du collectif, du coopératif, du social et solidaire, parce que c'est une démarche qui, je dirais, à la fois on appelle ça au niveau du réseau une troisième voie sur le logement sans prétention, entre d'une part la promotion immobilière privée que l'on connaît, qui fait son boulot, le service public de l'habitat ou le logement social, qui rencontre quelques difficultés en ce moment, mais c'est encore autre chose, et cette troisième voie qui allie un peu le coopératif, le citoyen et le professionnel. Et ce qui nous a semblé important au niveau des collectivités, c'est de faire rentrer ça dans une politique publique, et donc qu'elle trouve